Dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville, où les voitures de luxe bordent les larges avenues et où les villas se cachent derrière de hauts murs, se dresse un imposant bâtiment de bois sombre et de verre, dont l'architecture traditionnelle japonaise crée un contraste fascinant avec l'environnement moderne. Le dojo Sakura n'est pas une école d'arts martiaux ordinaire, mais un temple des arts martiaux, où seules les familles les plus fortunées font entraîner leurs enfants, prêtes à payer des sommes exorbitantes pour des cours privés avec les meilleurs maîtres du pays. Les cotisations mensuelles dépassent le salaire annuel des travailleurs moyens, mais pour l'élite qui entre et sort d'ici, c'est un investissement évident dans le prestige et la tradition. Cet après-midi, dans la salle d'entraînement principale, règne une atmosphère particulière de tension et d'anticipation. La surface de bois poli reflète la lumière chaude du soleil couchant qui coule à travers les hautes fenêtres et projette des bandes dorées sur le sol impeccable. Sur les murs sont accrochées des calligraphies encadrées proclamant les anciennes sagesses des arts martiaux, et dans une vitrine en verre reposent des trophées brillants et des médailles, témoignages de décennies de succès. L'odeur du bois de cèdre et de l'encens se mélange au parfum subtil de sueur et de détermination que l'on trouve dans chaque véritable salle d'entraînement. Environ 30 élèves en uniforme blancs immaculés de J s'agenouillent en rang parfait au bord des tapis de tatami, leur dos droit comme des cannes de bambou, leur visage un masque de discipline concentrée, tandis qu'ils observent avec le souffle retenu ce qui se passe au centre de la salle. Au centre de l'attention se tient Victor Steinbach, un homme de grande taille d'un peu plus de 30 ans, dont la présence semble dominer toute la pièce. Sa stature est impressionnante, résultat d'années d'entraînement et de plans nutritionnels exclusifs, soigneusement élaborés par des chefs privés et des nutritionnistes. La ceinture noire qui entoure sa taille n'est pas une ceinture ordinaire, mais une pièce rare d'artisanat japonais, brodée de fils d'or représentant son nom en caractères kanji. Son uniforme est fait du plus fin tissu de coton égyptien, confectionné sur mesure par un tailleur de Kyoto qui ne travaille que pour des clients sélectionnés. Victor est l'héritier d'un empire immobilier qui s'étend sur 3 continents, et sa richesse est aussi évidente que l'air qu'il respire. Mais aujourd'hui, il n'est pas là pour parler de transactions immobilières ou d'investissements, mais pour démontrer ses compétences, cimenter sa supériorité et confirmer une fois de plus la hiérarchie qui règne dans ce dojo. À côté de lui se tient Maître Tanaka, un homme à la silhouette élancée dans la fin de la cinquantaine, dont le visage ridé raconte des histoires de 1000 batailles et autant de leçons. Ses yeux sont étroits et vigilants, et bien qu'ils se tiennent avec un sourire poli sur les lèvres, une tension à peine perceptible dans ses épaules révèle son malaise face à la situation qui se développe. Maître Tanaka a fondé ce dojo il y a plus de 20 ans, et pendant toutes ces années, il s'est efforcé de transmettre les vraies valeurs des arts martiaux. Respect, humilité, maîtrise de soi et quête constante d'amélioration. Mais au fil du temps, alors que l'école devenait de plus en plus exclusive et coûteuse, il a dû faire des compromis, a dû apprendre à gérer les caprices et l'ego de sa clientèle aisée pour garder les portes ouvertes et pouvoir payer ses instructeurs. Victor venait de terminer une démonstration impressionnante, un kata qu'il avait exécuté avec une précision technique, chaque mouvement net et contrôlé, chaque coup une manifestation d'années d'entraînement. Les autres élèves avaient applaudi avec obéissance, certains par admiration sincère, d'autres par la reconnaissance tacite qu'il est sage de ne pas contrarier le fils du plus grand bienfaiteur du dojo. Mais Victor n'est pas satisfait des seuls applaudissements. Dans ses yeux bleus acier clignote quelque chose de plus sombre, une fin de quelque chose de plus que la reconnaissance, un désir de domination absolue, de confirmation indiscutable de sa supériorité. Il laisse son regard parcourir la salle, sur les rangées d'élèves agenouillés, comme s'il cherchait quelque chose de précis, une occasion, un moment où il pourrait démontrer son pouvoir d'une manière qui va au-delà de la démonstration formelle. Son regard s'arrête sur une silhouette assise un peu à l'écart, non parmi les élèves, mais sur un banc contre le mur. C'est une jeune fille, peut-être 15 ou 16 ans, avec des cheveux bruns simples attachés en une queue de cheval ordinaire. Ses vêtements sont différents de ceux des autres présents, pas de vêtements de marque coûteux, pas de chaussures de sport de créateur, mais des choses simples, propres, bien qu'évidemment usées. Elle porte une veste d'entraînement trop grande sur un t-shirt décoloré, et ses chaussures sont vieilles, mais soigneusement nettoyées. Elle s'appelle Maria, et elle n'est pas là en tant qu'élève, mais en tant que fille de Madame Hoffman,
La femme de ménage qui, chaque soir après l'entraînement, nettoie le dojo, essuie les tapis, nettoie les vestiaires et restaure l'ordre perdu pendant la journée. Maria vient souvent ici après l'école, s'assoit tranquillement sur ce banc et fait ses devoirs pendant que sa mère travaille. Parfois, quand le dojo est vide et que tout le monde est parti, elle demande à maître Tanaka de lui montrer quelques mouvements, de lui expliquer quelques techniques, et le vieux maître, touché par son enthousiasme et son respect, prend du temps pour elle, lui montre les fondamentaux, corrige sa posture, lui explique la philosophie derrière les mouvements. Maria n'a jamais eu le courage de demander à sa mère la cotisation d'adhésion effroyable requise pour s'entraîner officiellement ici. Elle sait que sa mère travaille déjà à 2 emplois, que chaque centime compte, que les biens de luxe comme les cours d'arts martiaux dans un dojo d'élite sont des rêves inimaginables pour les personnes dans leur situation. Victor a vu Maria plusieurs fois, l'a toujours considérée comme faisant partie de l'inventaire, une sorte de meuble appartenant au mobilier mais n'ayant aucune signification réelle. Mais aujourd'hui, en ce moment, poussé par son ego et le désir de rendre encore plus évidente sa supériorité, une idée lui vient qui lui semble apparemment très amusante. Un large sourire se répand sur son visage et il se tourne vers maître Tanaka, sa voix suffisamment forte pour que tout le monde dans la salle puisse l'entendre. Il suggère qu'il serait intéressant de tester ses compétences contre quelqu'un qui n'a pas eu le privilège d'années d'entraînement professionnel. Ces mots sont apparemment en plaisanterie, légèrement joueur, mais le sous-texte est sans équivoque. Il cherche une occasion de s'élever au-dessus de quelqu'un, une démonstration de son pouvoir qui va au-delà de simplement exécuter des katas. Tous les regards dans la pièce se dirigent vers Maria, qui sent soudainement son cœur commencer à battre plus vite. Elle lève la tête de son cahier, ses yeux sombres s'élargissent légèrement lorsqu'elle réalise que Victor la pointe du doigt, qu'il parle d'elle, qu'elle est la cible de sa plaisanterie. Maître Tanaka perçoit immédiatement le danger dans la situation, le potentiel d'humiliation, de blessure, non seulement physique mais aussi émotionnelle. Il ouvre la bouche pour intervenir, pour soulever une objection respectueuse, mais Victor lève sa main dans un geste qui suggère simultanément autorité et générosité. Il assure au maître que ce ne sera qu'un combat amical, rien de sérieux, juste un peu de plaisir, une occasion pour la fille d'apprendre quelque chose, peut-être même une expérience inspirante pour elle. Les autres élèves commencent à chuchoter, certains répriment un gloussement, d'autres détournent les yeux gênés, d'autres encore se penchent en avant, fascinés par le drame qui se déroule sous leurs yeux. Dans le coin de la salle, près du placard de nettoyage, se tient Madame Hoffmann, la mère de Maria, avec un seau à la main, le visage tendu d'inquiétude. Elle a observé les dernières minutes de l'entraînement du coin de l'œil en nettoyant les fenêtres dans la pièce adjacente. Et maintenant, en voyant son unique enfant devenir le centre d'attention, par un homme qui dépense plus d'argent pour ses vêtements qu'elle ne gagne en 6 mois, elle veut intervenir, veut protéger sa fille, mais elle sait aussi qu'elle risquerait sa position, que l'opposition au désir de l'élite dans ce dojo n'est pas tolérée. Maria se lève lentement, ses mouvements contrôlés, bien que ses mains tremblent légèrement. Elle n'est pas une fille craintive, a dû se défendre dans la vie dans son quartier difficile, a appris à être forte malgré les adversités qu'elle a rencontrées. Mais ceci est une situation différente, une arène publique, où elle est observée par des dizaines d'yeux, où sa dignité est en jeu. Elle met son cahier de côté, enlève sa veste et révèle le t-shirt simple en dessous. En marchant vers le tapis, plaçant soigneusement ses chaussures sur le côté, elle remarque les regards, le mélange de pitié, de curiosité, et dans certains cas aussi de joie malveillante. Victor se positionne au centre du tapis, sa posture détendue, presque désinvolte, un sourire suffisant sur les lèvres. Il n'adopte même pas une posture de combat appropriée. Ses mains pendent lâchement sur les côtés, son poids uniformément réparti sur les 2 pieds, un geste démonstratif de supériorité qui dit « Tu n'es pas une menace, ce n'est pas un véritable défi, ce n'est qu'un jeu ». Il fait un geste d'invitation de la main, comme pour l'inviter à faire le premier mouvement, sa voix dégoulinant de politesse condescendante en suggérant qu'elle peut attaquer tranquillement, qu'il lui donnera une chance équitable. Maria s'incline légèrement, un geste de respect qu'elle a appris de maître Tanaka, non pour Victor, mais pour l'art martial lui-même, pour la tradition, pour les principes qui vont au-delà des animosités personnelles. Puis elle adopte une posture, et à ce moment les observateurs les plus attentifs dans la pièce remarquent quelque chose de surprenant. Sa posture n'est pas celle d'une débutante, pas incertaine ni chancelante,
mais ferme et équilibré. Ses pieds sont à la distance parfaite, ses genoux légèrement pliés, son centre de gravité bas et stable. Ses mains sont en position, ni trop haute ni trop basse, la gauche tendue vers l'avant comme garde, la droite sur le côté, prête. Ses yeux sont concentrés, calmes, pas sauvages ni effrayés, mais avec une clarté qui révèle des heures de concentration intense. Maître Tanaka observe depuis le côté, et l'ombre d'un sourire traverse son visage. Il connaît cette expression, l'a vue sur les visages d'élèves sérieux qui n'apprennent pas seulement les techniques, mais qui comprennent l'essence. Ce que Victor et la plupart des autres dans la pièce ne savent pas, c'est que Maria a été là pendant les 2 dernières années, presque chaque soir, après la fermeture officielle du dojo. Maître Tanaka, impressionné par son dévouement et sa soif d'apprendre, lui avait enseigné bien plus que les seuls fondamentaux. Il avait travaillé avec elle, avait reconnu son talent naturel, l'athlétisme brut caché dans son corps élancé, aiguisé par le travail dur dans sa vie quotidienne, monter les escaliers vers son 5e étage sans ascenseur, le travail physique dans lequel elle devait parfois aider sa mère. Mais ce n'était pas seulement sa condition physique qui avait impressionné Maître Tanaka. C'était son attitude, son humilité, sa volonté d'accepter tous les conseils, de voir chaque erreur comme une opportunité d'apprentissage. Alors que les élèves aisés étaient souvent impatients, cherchaient des résultats rapides, des ceintures et des titres, Maria était satisfaite de simplement apprendre, s'améliorer, comprendre l'art. Elle posait des questions non pas pour impressionner, mais pour vraiment comprendre. Elle répétait les mouvements 1000 fois, non pas parce que quelqu'un l'exigeait d'elle, mais parce qu'elle recherchait la perfection qui ne peut être atteinte que par la répétition infinie. Victor fait un pas désinvolte vers l'avant, toujours pas dans une posture de combat appropriée, et exécute une attaque feinte lente, presque insultante, un coup de poing à moitié effectué qui est plus un geste de condescendance qu'une véritable attaque. Il s'attend à ce que Maria recule, qu'elle trébuche, qu'elle montre son insécurité. Mais ce qui se passe change l'atmosphère dans la pièce en un instant. Maria se déplace avec une vitesse et une précision à couper le souffle. Elle n'évite pas l'attaque en reculant, mais en se déplaçant sur le côté, son corps tourne dans un mouvement fluide qui semble aussi naturel que de respirer, et au même moment, alors que le poing de Victor coupe inoffensivement l'air, sa main droite exécute un coup contrôlé qui vise directement son côté ouvert. Le coup lui-même n'est pas brutal ni sauvage, mais techniquement impeccable, avec des articulations parfaitement alignées, le poids de son corps coule à travers le poing, la rotation de la hanche fournit la force, exactement comme Maître Tanaka le lui avait montré des centaines de fois. L'impact est précis, juste sous les côtes de Victor, dans une zone que les artistes martiaux connaissent comme particulièrement sensible, où un coup bien placé peut affecter le diaphragme, perturber la respiration. Maria retire immédiatement sa main et retourne à sa position initiale, prête pour le prochain échange, ses yeux vigilants, sa respiration contrôlée. Victor titube vers l'arrière, ses yeux s'élargissent en choc et incrédulité. L'air est sorti de ses poumons, il halète, essaie de respirer, son visage rougit, et pendant un moment il ressemble à un poisson hors de l'eau, la bouche s'ouvre et se ferme, mais aucun son ne sort. Le sourire suffisant a complètement disparu de son visage, remplacé par un choc nu et une colère naissante. La main va instinctivement vers son côté, où le coup a atterri, et bien que ce ne soit pas un coup destiné à causer de réels dommages, l'humiliation est totale et absolue. Toute la salle est plongée dans un silence complet. Les 30 élèves qui, il y a un instant, chuchotaient et riaient, sont maintenant assis immobiles, leurs bouches légèrement ouvertes, leurs yeux grands ouverts. Certains ont mis leurs mains devant leur bouche, comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient de voir. Les quelques parents qui se tenaient au bord de la salle en attendant leurs enfants ont interrompu leur conversation en pleine phrase, leur regard fixé sur la scène. Même la climatisation semble bourdonner plus silencieusement, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Maître Tanaka se tient les bras croisés, son visage un masque de calme, mais dans ses yeux clignote quelque chose qui pourrait être de la fierté, mélangée à de l'inquiétude quant aux conséquences que ce moment aura. Madame Hoffman a laissé tomber le seau, l'eau se répand sur le sol de la pièce adjacente, mais elle ne le remarque même pas. Toute son attention est sur sa fille, son visage un mélange de peur et d'étonnement incrédule. Victor finit par se redresser, sa respiration toujours irrégulière, son visage maintenant non seulement rouge, mais sombre de colère. L'humiliation brûle en lui comme de l'acide.
Lui, Victor Steinbach, héritier d'une fortune, ceinture noire avec des années d'entraînement, vient d'être frappé par la fille de la femme de ménage, devant tous ses collègues, devant les personnes qui devraient le voir comme un modèle. La honte est insupportable, mais encore plus insupportable est le fait que le coup n'était pas de la chance, n'était pas accidentel, mais techniquement parfait, démontrant une compétence qui va bien au-delà de ce qu'il avait prévu. Il essaie de retrouver sa contenance, essaie de rejeter le tout comme un coup de chance. Sa voix n'est plus joueuse mais avec un bord tranchant. Il dit que c'était un accident, qu'il n'était pas prêt, qu'il voulait juste lui donner une chance. Mais ces mots sonnent creux, même à ses propres oreilles, car tout le monde dans la pièce a vu ce qui s'est passé, a vu la précision, le contrôle, qui était dans ce seul mouvement. Maria ne dit rien, reste simplement là, sa posture inchangée, ni triomphante ni provocatrice, mais simplement prête. Cette posture, ce calme, rend Victor encore plus en colère. Il s'attend à des excuses, à un soulagement, peut-être même à de la peur, mais ce qu'il voit n'est qu'une préparation concentrée, une élève attendant le prochain échange, non comme un ennemi, mais comme un partenaire d'entraînement, exactement comme Maître Tanaka le lui a enseigné. Victor décide maintenant de prendre les choses au sérieux. Le jeu est terminé. C'est maintenant une question d'honneur, de restaurer sa position. Il adopte une posture de combat appropriée. Ses muscles se tendent, son poids se déplace vers l'avant, ses yeux se rétrécissent. Les prochaines minutes deviennent un spectacle étonnant que les spectateurs n'oublieront jamais. Victor attaque, cette fois avec toute sa force et sa vitesse, une combinaison de coups et de coups de pied qui reflète ses années d'entraînement. Mais Maria, au lieu d'être submergée, se déplace comme l'eau autour des rochers, esquive, bloque, dévie. Sa défense n'est pas passive, mais active et fluide. Chaque fois que Victor croit avoir trouvé une ouverture, elle est déjà un pas en avant. Ses pieds dansent sur le tapis, son corps tourne et s'incline à des angles qui semblent physiquement impossibles jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est le résultat d'une pratique sans fin, d'une conscience corporelle aiguisée par des milliers de répétitions. Et dans les moments où les attaques de Victor le déséquilibrent, lorsque son agressivité excessive crée des ouvertures, Maria est là, établit des contre-attaques précises, des touches légères sur des points vitaux, pas assez fortes pour blesser, mais assez claires pour montrer qu'elle pourrait si elle le voulait. Un deuxième coup atterrit, cette fois sur l'épaule de Victor, une poussée rapide qui engourdit son bras pendant un moment. Puis un troisième, un coup de pied bas qui secoue sa base et le fait trébucher. Avec chaque coup, la confiance de Maria grandit, non pas en arrogance, mais en certitude tranquille. Avec chaque échange, il devient plus clair que ce n'est pas un accident, pas une série de chances, mais une véritable compétence qui a grandi en secret, loin des caméras et de l'attention, simplement par amour de l'art. Les élèves dans la salle commencent maintenant à changer leur attitude. Le rire initial a disparu depuis longtemps, remplacé par un étonnement respectueux. Certains commencent même à applaudir doucement pour Maria, fascinés par l'outsider qui, contre toute attente, non seulement survit, mais domine. D'autres regardent Victor avec un mélange de pitié et de scepticisme nouvellement découvert, commencent à remettre en question si sa ceinture noire représente vraiment sa compétence ou simplement sa capacité à payer les meilleurs maîtres. Après environ 3 minutes qui semblent une éternité, Maître Tanaka lève sa main et lance un commandement clair et autoritaire. « Stop !» Sa voix coupe la tension comme un couteau. Les deux combattants s'arrêtent immédiatement. Le conditionnement d'années de réponse à la voix du maître submerge toutes les autres impulsions. Victor se tient là, respirant difficilement. La sueur coule sur son visage. Son uniforme est trempé. Sa posture montre l'épuisement. Maria, quant à elle, respire plus profondément que la normale, mais de manière contrôlée. Son visage montre de la concentration, mais pas de désespoir. Maître Tanaka entre au centre du tapis. Sa présence exige une attention immédiate. Il parle à tous les présents. Sa voix est calme, mais porte à travers toute la salle. Il explique qu'ils viennent de vivre une leçon importante, une leçon qui va au-delà des techniques et de la force. La véritable compétence dans les arts martiaux, la véritable maîtrise, ne vient pas d'équipements coûteux ou d'adhésion exclusive, pas de la fierté dans les ceintures ou de la renommée des tournois. Elle vient du dévouement, de la volonté d'apprendre sans attente de récompense, de l'humilité, du respect pour l'art lui-même. Il raconte ensuite, tandis que tous écoutent captivés, le parcours de Maria. Il décrit comment, pendant les 2 dernières années, elle est venue presque tous les soirs.
comment elle a attendu patiemment pendant que d'autres s'entraînaient, comment dans les heures silencieuses, après minuit, quand le dojo était vide, elle a travaillé avec lui. Il raconte sa volonté de répéter chaque mouvement jusqu'à ce qu'il soit parfait, sa capacité à accepter les critiques sans ego, sa question profonde sur le pourquoi derrière chaque technique. Il explique que bien que Maria ne porte pas de ceinture officielle, n'a pas de certificats accrochés à son mur, sa compréhension des arts martiaux est plus profonde que celle de nombreuses personnes qui sont membres payants depuis des années. Les mots du maître frappent la salle comme un coup de tonnerre. Victor se tient là, son visage maintenant non pas rouge de colère, mais pâle de la réalisation de ce qui vient de se passer. Il n'a pas simplement été battu par une débutante, mais il a reçu une leçon douloureuse sur les limites des privilèges. Toutes ces leçons privées coûteuses, tout son entraînement avec les meilleurs maîtres, n'ont pas pu remplacer la faim, le dévouement et l'amour pur de l'art qui anime Maria. Les autres élèves dans la salle commencent maintenant à applaudir ouvertement, d'abord avec hésitation, puis de plus en plus fort. Certains se lèvent, leurs mains applaudissent ensemble dans un respect sincère. Certaines des plus jeunes élèves ont des larmes aux yeux, émues par l'histoire, inspirées par la possibilité que les rêves ne sont pas limités par les circonstances, mais seulement par la volonté de travailler pour eux. Maria s'incline profondément, d'abord devant Maître Tanaka, puis devant Victor, un geste de respect qui ne montre aucune trace de triomphe ou d'arrogance. Victor hésite pendant un long moment, son visage un champ de bataille d'émotions conflictuelles, colère, honte, confusion, et lentement, très lentement, la graine de quelque chose d'autre, peut-être du respect, peut-être la reconnaissance d'une vérité douloureuse. Finalement, il s'incline aussi, raide et incertain, mais c'est un salut, et c'est plus que quiconque n'avait prévu. Dans les jours suivants, l'histoire se répand dans toute la ville, d'abord par les élèves du dojo qui la racontent à leurs parents, qui la racontent à leurs amis. Quelqu'un a enregistré une vidéo avec le téléphone portable, malgré les règles contre les enregistrements dans le dojo, et elle trouve son chemin vers Internet. En quelques jours, elle devient virale, avec des millions de vues, des milliers de commentaires. Les gens sont fascinés par l'histoire, par le récit moderne de David contre Goliath, par la démonstration que la vraie force ne peut pas être achetée. Pour Victor, le temps après l'incident est l'un des plus difficiles de sa vie. L'homme habitué à ce que tout lui arrive facilement, à ce que l'argent et le statut ouvrent toutes les portes, doit maintenant faire face à la réalité douloureuse que certaines choses ne peuvent pas être achetées. Au début, il pense à quitter le dojo, à laisser la gêne derrière lui, mais quelque chose le retient. Peut-être est-ce de la fierté, peut-être le désir de se prouver, ou peut-être, dans ses moments les plus honnêtes, la reconnaissance qu'il a reçu un cadeau rare, une vraie leçon. Finalement, il reste mais tout change. Il commence à s'entraîner différemment, non pas pour le spectacle, non pas pour l'ego, mais avec un véritable désir d'apprendre. Parfois, quand personne ne regarde, il observe Maria, étudie son dévouement, la façon dont elle écoute les instructions, la façon dont elle répète les fondamentaux sans se plaindre. Pour la première fois de sa vie, Victor Steinbach comprend la différence entre acheter des compétences et les gagner.